grosse question pour nous, c'est d'informer scientifiquement et le public, hein, et moi surtout mon public de jeunes, puisque je suis enseignant dans les écoles d'ingénieurs, à l'université, en médecine, chez les vétérinaires, c'est de leur dire la vérité sans les hyper inquiéter. Ils sont déjà anxieux. Hein. Moi, mes jeunes filles à la Sciences Po à Paris, elles ont 22 ans, elles me disent on ne fera pas de bébé. Et nous, on en a fait beaucoup trop. Moi, je suis issu vraiment du boom après les années 50-60. Et on me dit c'est la faute des Africaines. Attendez, une famille de la pointe bretonne de l'époque faisait 8, 9, 10 mômes. Le pêcheur, il rentrait de mer, il sautait sur la fille sans demander son avis, elle était enceinte à chaque fois. Hein. C'est en France, ça, ce que je vous raconte. Hein. C'est pas au Nigeria ou des choses comme ça. Donc, ne nous voyons pas la face. Dans des époques glorieuses où l'énergie était soi-disant pas chère, hein, on faisait des voitures qui consommaient 30 litres, 40 litres d'essence au 100 km. Il faut bien voir ce qu'on a fait, sans réfléchir du tout à ses impacts. Maintenant, on en paye les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, on va passer notre temps à attaquer les gens du passé, salopards. On n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre qu'en ce moment. C'est en fait Arrhenius hein, qui a eu un prix Nobel, qui sera le premier fin des années 1890, qui dira mais on a inventé la machine à vapeur, qui est une merveilleuse invention. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire à l'époque, hein, pour que le travail humain soit bien sûr allégé. Donc on a fait ces machines thermiques, des bateaux, on a fait des voitures, des avions. Et il disait, mais je ne sais pas si c'est si bien ce qu'on recrache comme ça dans l'environnement sans s'en préoccuper. 1890. Hein. Et maintenant, on paye ceci. Il faut quand même bien savoir que le CO2 qui est autour de nous en ce moment, on discute entre nous là, la moitié à 100 ans. Hein, nous l'oublions jamais. Hein. Ce qu'on émet aujourd'hui, mais la moitié à 100 ans. Ça reste 100 ans dans l'atmosphère. Hein. Et des gaz beaucoup plus puissants, on parle du méthane, bien sûr, des gaz émis aujourd'hui. Donc, moi, ce que je ne veux pas dire, c'est foutu. C'est trop facile que des vieux disent, voilà, nous, on a merdé, on n'aurait pas dû faire ça, c'est vrai, mais on ne savait pas à l'époque. L'amiante, on le sait depuis les années 50, hein, et on a continué à faire de l'amiante partout, avec des problèmes dramatiques sur l'environnement. Il y a plein d'exemples comme ça. Les pesticides, on parlait du chlordécone à l'instant avec mon ami là. Quand en 1993 on décide de le réutiliser massivement, c'est un produit qui permet de se débarrasser d'un charançon qui mangeait les bananes. Il était interdit en France et en Europe. On le permet dans les Antilles et on tue leur environnement pour 2 siècles. Dès qu'il pleut un peu, ça reste dans le sol. Parce qu'on ne sait pas le dégrader, ce truc. Et c'est là qu'on peut se fâcher quand même. Et aujourd'hui, aller crier, hurler, ne mettez pas sur le marché une substance que l'on sait dangereuse, bien évidemment, sans mesurer les conséquences. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Dans l'autre sens, exactement pour les gilets jaunes en France, les mesures qu'on a prises, qui écologiquement étaient raisonnables, hein, le pétrole est quand même pas assez cher aujourd'hui, on va l'augmenter pour qu'on l'utilise moins. Mais c'est dramatique sur le plan social, parce que tous ces pauvres malheureux qui vivent à la périphérie des grandes villes ou dans les campagnes, qui ont besoin d'avoir une voiture pour aller travailler, ne peuvent pas s'en passer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, si on ne mesure pas l'impact social de ces environnements qui changent, que ce soit le vivant ou le climat, ça ne marche pas. Donc la question, c'est pas dire que c'est foutu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est une maxime que j'ai, puisque je suis un optimiste invétéré depuis tout petit garçon. N'empêche que plus on se retrousse les manches tôt, et mieux ça marche. Et donc, ce qu'il faut qu'on a réussi à faire, c'est là-dedans qu'il faut que ça change. Une grande partie, c'est là qu'on a du mal dans nos discussions, au niveau du monde politique. Les faits, oui, là-dedans. Aujourd'hui, ma voiture, je la prends pas pour chercher ma baguette à moins d'1 kilomètre. J'achète pas des kiwis en ce moment. Ils viennent d'où? Nouvelle-Zélande. Moi, je mange des kiwis quand je les produis dans mon jardin, là c'est en Bretagne, là, hein, et bien je mange des kiwis entre le 9 décembre et le mois de mars. Et le reste de l'année, je n'en mange pas. J'attends la saisonnalité. Terry Marx, que j'aime beaucoup, qui est un des grands chefs français, cuisiniers, me disait, mais jamais on ne servira une tomate d'un restaurant Terry Marx entre novembre et mai. On me dit, les tomates n'ont pas de goût. Manger une tomate de cire du mois de janvier, mais c'est infect. Mes tomates, tu les apprécies en ce moment, toutes ridées et pas belles, produites au mois de juillet chez nous. Pourquoi il y a encore des gens qui achètent, qui mangent, beaucoup de gens qui achètent et mangent des tomates Question d'éducation, tu vois. C'est ça, le problème, il est là. Donc ça veut dire que dans tout ce que je raconte là, éducation, éducation, éducation. Et ce qu'il faut faire, qu'on ne fait pas encore, c'est commencer tout petit.
Il y a un mouvement environnementaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle la Water Family. Ce sont des Basques. Ils sont soutenus par le footballeur, les Sarassou, par tous les skieurs. Et ça s'appelle du flocon à la vague. On suit un flocon de neige qui tombe sur le sommet des Pyrénées et on suit la goutte d'eau qui se contamine au fur et à mesure où elle descend les rivières des Pyrénées pour aller dans le golfe de Biscaye, dans l'océan Atlantique. Et donc c'est enseigner l'écologie, pas l'écologisme, l'écologie aux enfants, au même temps quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Ça, c'est très très important. Et là, on leur apprend que les bactéries, c'est génial. Que c'est infiniment plus utile à chaque être vivant que tout ce qu'on peut imaginer en effet délétère, bien sûr. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que je pense qu'il faut 4 piliers pour nous en sortir aujourd'hui, dans la vélocité du changement qu'il faut que l'on crée, que l'on provoque. Ce qui est très clair, ça faut être très clair, il ne faut pas tricher là-dessus, on ne pourra pas vivre comme on a continué à vivre jusqu'à présent. Alors c'est pas du tout de l'écologie punitive, on vivra différemment, bien mieux dans notre tête d'ailleurs. Ne pas gaspiller, suivre la saisonnalité, faire attention à l'eau. Je le dis, vous prenez un bébé humain que vous adorez quand il sort de la maman, 3/4 de flotte que vous étreignez contre votre sein là. Ah ben oui, c'est pas fait pour laver sa bagnole. Donc c'est là que c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on regarde de très près. Donc de l'éducation, oui. Et puis amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils sont. Un morceau de nature eux-mêmes, chacun. On n'est pas à côté. Et ça, on arrive à persuader aussi des adultes. Moi je le vois dans les discours même politiques. Et c'est là que je suis aujourd'hui, je dirais, désespéré par la situation de l'écologie. On confond avec écologisme. Ça veut dire que tout le monde devait faire de l'écologie scientifique, tous les partis politiques. Et souvent, ce que je raconte, c'est ni de droite ni de gauche. Vous savez, 95% de ce qu'on raconte, ça s'appelle du bon sens, que notre monde paysan avait. On dit le bon sens paysan, ils l'ont oublié. Le bon sens paysan, c'est pas de mettre des fertilisants partout et des pesticides partout. Et ça, quand on parle d'agriculture traditionnelle, c'est pas la tradition. Il y a une agriculture productiviste, c'est clair, mais basta, c'est terminé, on arrête. Mais il faut que nous, qu'on arrête d'acheter ces produits. Pourquoi on veut bouffer des trucs Moi, je suis désolé, un gamin doit être élevé aujourd'hui en sachant qu'il n'y a pas sur la table, tous les jours de l'année, une mangue, une banane, du raisin, une pomme et des cerises. Moi, petit garçon, j'avais des oranges qu'à Noël. Je ne suis pas si raté que ça. Franchement, je le dis, les cerises sont tellement géniales il y a encore un mois. Depuis 15 jours, elles ont disparu. Et bon, on attend l'année prochaine. On ne va pas les acheter venant du Chili au mois de février. On ne paye que du coût de transport. Donc il y a beaucoup d'éducation là-dessus. Ça marche aussi avec les grands. Mais c'est là que les conflits de génération se placent aussi, parce que moi je vois les repas familiaux avec mes amis de la génération de mes filles, donc elles ont 40 ans. C'est clair que le repas familial file au désastre, quoi. T'as vu tes avocats, ils viennent du Pérou, ils viennent du Kenya. T'as vu tes trucs d'où elles viennent, là? Des enfants qui sont utilisés pour travailler dans les champs, des produits dangereux partout, et elles partent en claquant la porte. Où est l'aspect convivial de la vie familiale qu'on évoquait ici, qui, pour moi, est aussi un joli ressort de développement et d'éducation. Je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que on a envie de bonheur tous, c'est absolument normal. Alors le problème général, c'est que les riches veulent rester riches et les pauvres veulent devenir riches. Ça, c'est complètement normal, je le comprends. Maintenant, comment on peut le faire? Quelle est la richesse? Où on s'arrête, où on commence? On a fait un livre il y a quelques années avec mes amis Swin Godot et tout ça qui s'appelle « L'homme peut-il accepter ses limites ?» On regarde ce qui se passe. Confucius, il y a longtemps, disait « Si on ne sait pas connaître et accepter nos limites, on ne pourra jamais s'adapter. » C'est exactement encore vrai aujourd'hui, en fait. Et c'est là qu'Edgar Morin, qu'on aime beaucoup, disait récemment le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique actuelle, il est l'usage que l'on en fait. Donc il faut qu'on change là-dedans et qu'on vive pas moins bien, peut-être pas le même type de confort. Est-ce qu'il faut tout le temps être chauffé l'hiver, refroidi l'été? Ça se discute. Où sont ces limites énergétiques de bonne entente entre tout le monde? Parce que le but finalement c'est de vivre heureux, donc avoir une famille, des enfants, c'est logique qu'on ait envie de faire des enfants. Puis moi, ma génération, des petits-enfants. Et quand on élève ces petits-enfants, on découvre qu'on ne les élève pas de la même façon. Déjà, on a progressé, on n'a pas les mêmes relations, on est plus souvent présent par rapport à quelqu'un comme moi qui travaillait tout le temps. On crée de l'emploi, c'est tout à fait normal dans un système capitaliste. Tout ça sans détruire l'endroit dans lequel on habite, ou l'endroit où d'autres habitent. Ben voilà. Il y a une très belle exposition en ce moment, allez-y, à Paris, sur la découverte par Picasso de la grotte de Lascaux.
Et idem pour Dali d'ailleurs, hein. Ils n'ont pas connu Chauvet, ils étaient déjà décédés avant qu'on trouve Chauvet. Et c'est vrai que l'émotion est totale, parce que l'artiste c'est l'émotion pure en fait, hein. Donc on va créer quelque chose. D'abord, le scientifique il crée par sa recherche de la connaissance, l'artiste il crée aussi. Alors, il peut créer un objet, ça peut être un morceau musical, ça peut être de la chorégraphie, une peinture, une sculpture, ce que vous voulez bien sûr, hein. J'ai plus de mal des fois avec l'art contemporain. Je ne l'exclus pas, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée cette émotion ? Moi j'aime de l'art qui crée de l'émotion sans qu'on m'a à m'expliquer pourquoi je devais être émotionné. C'est vachement important, hein. Je regarde une grande peinture flamboyante de l'Italie, de Vinci. Après j'adore le Caravage, des choses comme ça. On a eu Botticelli il n'y a pas très longtemps. Alors bien sûr il y a une influence religieuse de l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein. Mais la science a été comme ça aussi, hein. Quand Linné dit, milieu du XVIIIe siècle, il dit « Dieu a créé ». Linné a organisé l'œuvre de Dieu, c'est quand même pas mal, hein. Et c'est l'homme qui crée la classification de tous les êtres vivants. Donc il faut les deux. Et souvent, d'ailleurs, c'est le même genre de personnage, torturé, difficile, sans arrêt dans le doute. Il n'y a pas de certitude, autant en art en fait qu'en science. Sinon, ça devient effectivement une espèce de culte de la personnalité où l'ego dépasse tout. On a quelques cas fantastiques en ce moment, hein, en France d'ailleurs, dans ce domaine-là. C'est le fait de beaucoup d'humilité. Je crois que les grands, ils sont humbles, en fait, hein. Et ça veut dire que j'ai fait quelque chose, j'en suis heureux ou pas heureux, je vais partager avec les autres, mais l'émotion doit venir sans qu'on ait à expliquer pourquoi elle doit venir. Elle vient parce que c'est beau. Pourquoi on va tous s'émerveiller devant une orchidée ici sur la pelouse, hein ? Là, elles sont un peu cramées en ce moment, mais il y a 2 mois, il y en avait encore. Parce que c'est merveilleusement beau. Et si je commence à expliquer comment ça vit, c'est encore plus émerveillant. Le parasite, là, il a changé le comportement de ma petite crevette pour qu'elle aille monter en surface pour se faire bouffer par un héron, parce que le parasite doit avoir pour vivre le stage dans le héron et dans la crevette. C'est tellement merveilleux. Il y a des papillons en Amazonie qui déposent leurs œufs sur une plante, et quand la femelle a pondu, elle dépose une excroissance végétale qui ressemble à s'y méprendre à ce que se déposent les femelles de papillons. Elles sont bouffées. Il y a une orchidée qui a trouvé le truc, hein. Elle a ça naturellement, elle n'est jamais parasitée par des papillons. Donc tout est comme ça, de l'interconnexion en permanence. Et si on admet ce merveilleux, cette beauté, eh bien ça change tout, parce qu'on est dedans. Et voilà où l'art est très important pour moi. L'art nous aide à créer cette émotion. Pour ça, il faut un respect mutuel. Il faut que l'artiste et le scientifique, effectivement, chacun ait envie d'aller sur le terrain de l'autre. Souvent, c'est pas le même vocabulaire, on parlait de sémantique, c'est pas des mêmes mots, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais j'y crois beaucoup, hein. Alors, il faut que ce soit un petit peu organisé avec de la volonté commune. Tous les scientifiques ne feront pas ça, tous les artistes ne font pas ça, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont envie de le faire, hein. Et là, qu'avec eux, on peut faire de très très belles choses. Alors l'humour, il est partout, hein. Moi, dans mes discours, je fais extrêmement attention à mettre beaucoup d'humour. Sinon, c'est flippant, hein. Vous terminez, on fait des câlins ce soir et on se flingue demain matin, hein. Si on regarde ce qui se passe demain, ce qui nous attend, hein. Beaucoup de souffrance, hein. Ça c'est clair, il faut le dire aux gens, hein. On a merdé, donc on va mettre du temps à résorber cela. On va le faire, hein. Parce que l'humain a créé ces désordres, il peut les réparer. Si jamais il s'en empare, évidemment. Et pour ça, il nous faut l'apport de tous. Donc c'est là que l'art, effectivement, dans la réflexion, dans l'inspiration, va apporter des choses. Par exemple, en sciences, je me méfie beaucoup des chercheurs qui ont déjà au départ envie de trouver quelque chose. Ils ont envie de trouver, mais pas ce qu'ils ont déjà imaginé. J'adore faire une découverte que j'aurais jamais imaginée. Le vivant a des relations, des expressions, je ne peux pas me mettre à sa place en fait. Et quand je le découvre, je suis émerveillé. Même sur un caillou, un cristal, on voit un petit peu comment... Une météorite qui tombe, quand on regarde ce qu'il y a dedans, mais waouh, c'est chouette. On calcule des choses qui servent à rien du tout, mais qui sont géniales. Et ça crée du plaisir. C'est comme l'art. À quoi sert l'art ? À créer du plaisir, à créer de l'émotion. Franchement, peindre la grotte Chauvet, franchement, pour l'humanité, à quoi ça sert ? À rien. Ça sert à rien du tout. Aucun animal n'aurait fait ça, il n'y a que l'humain qui fait ça. Je racontais Ératosthène qui calcule 2 siècles avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre. Il savait qu'elle était ronde, hein. 200 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez des abrutis qui vous disent aujourd'hui que la Terre est plate. Mamma mia, qu'est-ce que je peux faire contre ça ?
une paire de claques, hein, c'est tout. Hein. Donc revenons effectivement à ces questions arrêt sciences. C'est très important qu'aujourd'hui, avec cette volonté commune, on mette ça en place. Il faut les aider. Hein. Ça veut dire qu'il faut créer les lieux, les circonstances, ces émotions. Donc, hier soir, moi j'ai apprécié ce qu'ils ont fait. Premièrement, ils sont partis sur des bases scientifiques. La jeune fille qui a écrit les discours ne les a pas inventés. Hein, la science n'est pas une opinion. Elle ne donne pas des opinions, elle reprend des résultats scientifiques. Et après, elle les raconte sous une forme, je dirais, percutante, pas forcément agréable. D'ailleurs, il y a du chouette et du moins chouette, parce que la réalité, elle est comme ça, en fait. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On a perdu Kundera il n'y a pas très longtemps. Donc c'est là qu'on peut travailler ensemble. Donc c'est une très bonne idée. Ça vient de plus en plus. Hein. Moi, je me rends compte que, alors, sans s'appeler forcément comme ça, mais il y a de plus en plus d'endroits, j'en ai fait plusieurs là récemment, où il y a effectivement, il y a aussi des sportifs. Je mettrai aussi l'effort physique. Hein. On va faire les Jeux Olympiques, on peut être pour ou contre. Mais sur l'effort physique du type qui s'entraîne et qui a comme obsession, non pas d'avoir un drapeau qui se lève, mais de faire une performance, ouais, très bien. S'il ne triche pas. Et c'est là justement que le côté pervers de l'humain va intervenir. Hein. Je reviens à l'Italie, que j'adore. Quand vous voyez un cycliste italien, il y a 20 ans, qui gagne toutes les courses, les cyclistes italiens, parce que une nouvelle molécule débarque sur le marché. Et là, on triche, là. Et ça, on ternit ce qu'est la science, on ternit ce qu'est le sport, on ternit ce qu'est l'art aussi. Hein. Après, encore une fois, la science c'est quoi, l'art c'est quoi? On peut avoir des définitions. Hein. Il y a des gens qui ont fait peindre par un rhinocéros la queue qui se balade sur une toile et on a mis de la peinture sur la queue, puis merveilleux art. Le rhinocéros, c'est pas qu'en remuant la queue, il va créer une œuvre d'art. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais. Donc tout est relatif, mais je pense avec de la bonne volonté, et je crois que je vais stopper là-dessus sur cette introduction, c'est qu'il me faut des gens de bonne volonté. Maintenant, je ne perds plus mon temps à convaincre des gens qui ne sont pas de bonne volonté. Mais quand je trouve chez des gens, il peut être scientifique, il peut être artiste, il peut être chef d'entreprise, il peut être boulanger, pêcheur, chasseur, tout ce que vous voulez. S'il est de bonne volonté, vous arrivez à le convaincre en discutant avec lui. Et lui, il vous apporte aussi. Hein. C'est pas un monologue. Il faut vraiment, moi, pour m'y retrouver, si je vais raconter des histoires et qu'on ne m'apporte pas de la contradiction ou des opinions différentes, par contre, on est en bonne volonté. De la controverse, oui. Pas jamais de polémique. D'abord, je vais vous dire une chose. Si je me bats, alors qu'on va me dire, mais comment vous restez optimiste avec tout ce que vous racontez? J'ai une seule chose. Si on ne se bat pas, ça serait trop triste. Et j'ai horreur d'être triste. Voilà. Donc, je suis un optimiste depuis le début. Donc, on change. Vous savez, le vivant, il a 4000 millions d'années. Il s'est adapté à tout, puisqu'il est toujours là. Hein. Mais il l'a fait en changeant en permanence. Donc il faut qu'on change tous ensemble, en fait. Hein. Donc mon optimisme, c'est de dire, voilà, on accepte nos limites, on accepte de changer, on vit différemment, on y prend du bonheur et du plaisir, et puis on se retrousse les manches et on fait. La pire des actions, ça serait l'inaction, c'est très clair. Hein. Donc l'optimisme, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vivre demain, mais pour que je sois heureux demain et que ça se passe bien, il ne faut pas que je fasse comme avant. Les actions à faire sont très claires. Hein. Je ne me déplace pas n'importe comment. Hein. Je fais attention à comment je me déplace. La voiture, un minimum, je l'utilise. Hein. J'essaye de faire effectivement le moins de dépenses possible là-dessus. L'avion, je le prends vraiment quelques jours par an, pas tous les semaines pour aller dans sa maison de campagne, ça c'est clair. Hein. J'arrête d'acheter des billets d'avion à 5 € pour aller de Bordeaux aux Canaries ou de Bordeaux à Pisa en Italie. Hein. Ah, c'est fini ça. Hein. Deuxièmement, je ne mange pas n'importe quoi. Ma meilleure carte de séduction et de vote, c'est ma carte de crédit. Je ne mange pas de tomates, on a dit, à Noël, et puis il y a plein de choses comme ça. Je prends du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut prendre du temps. On a vu ce très beau film, La Panthère des Neiges, il y a quelques temps. C'est tellement beau. Et à la fin, je me dis, elle a le temps, la panthère. Nous, on n'a jamais le temps. Donc, voir le temps différemment, comment on se déplace, qu'est-ce qu'on mange. Et puis on communique, on se met en association avec d'autres, on discute, on partage dans le respect de l'autre. Et je terminerai en disant la chose qui manque le plus aujourd'hui. Écoutez nos discours politiques, hein. On a oublié 2 mots monstrueusement oubliés, c'est effectivement empathie et amour. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on recrée. Et si on est amoureux, on voit la vie complètement différemment. Mais comment vous voulez être amoureux aujourd'hui si on passe son temps à s'apitoyer sur son sort et à dire je suis coupable de... Non, non.
Et puis surtout, bien sûr, on gère beaucoup mieux les relations entre les hommes et les femmes que ce qu'on fait en ce moment. Et ça, c'est l'éducation. Aujourd'hui, je suis désespéré. Là, il y a un côté quand même, parce que je voyage beaucoup. J'enseigne dans les plus grandes écoles, les femmes sont toujours maltraitées. Or, elles ont une vision du monde. Je ne vais pas dire toutes les femmes, mais globalement quand même. Moi, j'ai vu les Africaines durant la COP 21, les Ougandaises, les Tchadiennes. Elles m'émerveillaient en permanence, en fait. La terre n'est pas elles la travaillent. Mais c'est elles qui vont chercher l'eau gratuitement et qui se font agresser en route. On change. Alors, Biovivard, bien sûr, c'est très local. Hein. Mais vous savez, mon ami Jacques Weber, qui était un grand économiste, disait... Entre le local et le global, il y a le glocal, en fait. Donc ça veut dire qu'il nous faut des bioviveurs partout. Ce serait dommage que ce soit que là. Parce que vous rayonnez sur effectivement un écosystème qui est assez local. Vous invitez quand même des gens qui viennent d'ailleurs, heureusement. Hein. On ne pourrait pas vivre en autarcie là-dessus. Il en faut plein de petits comme ça, et puis de temps en temps un grand. Hein. Et pour ça, il faut des moyens, bien sûr. Hein. Il faudra avoir effectivement un moment au niveau associatif, 1 ou 2 salariés, parce que c'est compliqué pour la durabilité effectivement de l'association aujourd'hui. Moi je le vois, j'ai travaillé avec tout type d'associations. Hein. Des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui n'en ont pas du tout, comment on les aide. Mais il y a une chose qui est fondamentale pour moi, et je ne viens que pour ça, on a une liberté d'expression, et la science n'est pas une opinion. Tant qu'on ne m'obligera pas à dire des trucs que je n'ai pas envie de dire, alors je ne viendrai pas, ou je ne les dirai pas si je suis là, ça marchera. Donc il nous faut plein de petits biovivards partout. Hein. Les pays, moi la politique comme ça, j'y crois plus pour une raison bien simple, que je vais vous expliquer très clairement. Un homme politique, il est obsédé par sa réélection. Il veut rester. Or, pour rester et être réélu, il ne faut pas prendre des décisions difficiles, courageuses, impopulaires qu'il faut qu'on prenne. Donc clairement pour moi, un mandat, en disant aux gens, vous allez souffrir un peu, pour éviter beaucoup de souffrance demain. Donc le monde politique, il marchera complètement aiguillonné par les citoyens et par les entreprises. Parce qu'on est dans un monde capitaliste, on peut le changer, moi je veux bien, on le fera, c'est pas demain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment dans ce système-là, on arrive à réagir correctement. C'est pas tous des affreux épouvantables, les patrons d'entreprise. J'en ai des amis qui sont géniaux, j'ai une entreprise en France, la plus vertueuse de France, il n'y a pas 1 gramme de plastique dans l'entreprise. Toute l'eau qu'ils ont, la seule eau pour une entreprise, c'est l'eau du ciel, qu'ils purifient par une bambouseraie locale, qui leur fournit leur eau et leur permaculture locale. Donc on peut y venir, si tout était comme ça changerait les choses. Hein. Ça reste une initiative quasiment privée en fait. Oui, mais c'est très bien. Entreprise à mission, ça marche bien. Je ne vais pas en citer, parce que je n'ai pas là pour citer des gens, mais ça marche bien. On veut de l'immédiateté, on veut du résultat à très court terme. Ça ne marche pas. Le vivant, il a son temps, en fait. Hein. Là, un sol pourri parce qu'on a mis des pesticides dedans, je vais au moins mettre 3 ans à le décontaminer, à enlever toute la merde qu'on a mis dedans, avant qu'il puisse se retrouver vivant avec des bactéries, avec des nématodes, des colamboles, et qu'il refasse de la productivité. Pour ça, il y a des délais qu'il faut absolument garder. On l'a compris, un bébé, c'est 9 mois hein, au sein de la maman. C'est peu, hein. Un chimpanzé, c'est 12 mois. Le bébé humain qui naît, il est très prémat. Hein. Vous le mettez dans le champ, là, il ne dure pas très longtemps tout seul. Hein. Alors qu'il y a des animaux, regardez, une petite girafe ou un petit veau, il gambade de quelques minutes ou heures après. Donc c'est là que l'humain doit regarder ce qu'il est. Et il faut se dire aussi que l'humain, c'est pas le summum de la création. Il est profondément animal. On n'est pas que ça non plus. Hein. Ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Puisqu'il a découvert que la Terre était ronde, il a peint la grotte Chauvet, il a ramassé la météorite d'Orgueil. Hein. Ça, c'est chouette. Mais n'empêche qu'on est profondément animaux dans ce qu'on est, dans nos réactions de tous les jours. Et surtout, et c'est là qu'on a découvert ça récemment, l'humain, c'est un extraordinaire écosystème avec plus d'êtres vivants non humains dans lui et sur lui que de cellules humaines. Alors un peu d'humilité. Ce que vous dites, c'est que le temps du politique n'est pas le temps du vivant. Clair. Ou de la Terre en général. Encore pire pour la géologie. Quand je faisais mes conférences il y a encore 5-10 ans, je disais, pensez à nos enfants. Maintenant, j'y pensons à notre fin de vie à nous aussi. Hein. On vit longtemps. Hein. Je disais hier que l'espérance de vie sans problème de santé en France, il a 63-64 ans. Il y a un peu plus déjà de femmes à ce moment-là, mais surtout dans la prolongation de la vie, la moyenne de vie chez les femmes, c'est 85 en ce moment en France, 79 chez les garçons.
Et donc pourquoi ces différences? Alors qu'on les maltraite, je viens de dire qu'on maltraite les femmes, donc elles ont une sacrée capacité d'encaissement et une résilience certaine. C'est pour ça qu'on les aime aussi d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, donc aujourd'hui, puis arrêtons de croire que la clé c'est la longévité ou bien le PIB, c'est pas ça. C'est le bonheur en fait. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin là ensemble? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment là? Ça sert absolument à rien. Ça nous donne du plaisir. Et j'espère que ça va en donner à ceux qui nous écoutent.